Bonjour Adnan Adjioui, merci beaucoup de participer au deuxième podcast des rencontres responsabilité performance. Moi et toute mon équipe, on est absolument ravis de te recevoir. On s'était mis d'accord, parce qu'on se connaît bien tous les deux, on s'était mis d'accord que ce podcast serait tout ce que Adnan Adjioui n'a jamais dit. Parce que Adnan Adjioui dit beaucoup de choses intéressantes. Et là, on voudrait un peu s'aventurer avec vous sur des sentiers qu'on n'a pas toujours abordés. Alors, en préparant notre entretien d'aujourd'hui, je me suis demandé comment j'allais vous présenter. Et je me suis dit, mais c'est compliqué comme exercice. Alors, de manière assez studieuse, je me suis dirigée vers votre profil LinkedIn et j'ai découvert que vous vous qualifiez de Social Business Impact Enthusiast, Catalyst, Smart Worker, ce que je confirme. Vous êtes clairement celui qui mène nos réflexions hors des sentiers battus. Vous nourrissez cette même réflexion pour nous montrer que lorsqu'il s'agit de développement, d'autres possibles sont possibles, d'autres sillons sont possibles. Vous êtes un infatigable moteur, vous prenez votre bâton de pèlerin de Rabat à Alger, à Bombay et dernièrement à Téhéran pour nous parler d'impact, d'inclusion, d'innovation sociale. Vous avez créé des incubateurs comme celui-là d'Airspace qui nous accueille aujourd'hui. Est-ce que ma description de vous jusque-là est juste? J'aime bien le bâton de pèlerin, je l'appellerai plutôt bâton de pèlerin avec un tapis volant pour transmettre les idées à qui voudrait bien les entendre. Très bien. Et ma première question pour vous, c'est à quel moment, et sans faire de jeu de mots, à quel moment s'est opéré le déclic? Alors, le jeu de mots est difficile, mais je pense que ça date à peu près d'une dizaine d'années. J'ai commencé comme toute personne ayant fait une carrière en commerce et en management, qui ont travaillé dans le secteur privé. Je me suis posé la question, alors il y a beaucoup d'argent qui se fait, il y a beaucoup de valeur qui se fait, mais malheureusement cette valeur n'est pas forcément partagée chez tout le monde. Et d'où là les concepts d'entrepreneuriat social, de social business ont commencé à émerger. J'ai commencé à les découvrir, je me suis dit, finalement, ça pourrait être une solution pour créer un monde beaucoup plus juste, parce qu'in fine, tout le monde est égoïste, on veut tous vivre bien. Alors pour vivre bien, il faut que tous ensemble, qu'on puisse vivre bien. Très bien. Alors, on va aller dans le vif du sujet. On parle beaucoup d'innovation. On sait que nous arrivons à la fin de beaucoup de cycles et de fonctionnement. On sait qu'ils ne marchent plus. Et on parle donc beaucoup d'innovation. Et on parle beaucoup d'innovation sociale, et aux rencontres responsabilité performance, on va dédier nos travaux de cette année 2018 à l'innovation sociale. Vous la qualifiez comment, l'innovation sociale? Alors, moi j'aime bien le beaucoup, mais je te dirais beaucoup, ça dépend de où est-ce qu'on en parle. Certaines sociétés, on ne parle plus d'innovation sociale ou d'innovation comme étant une tendance, mais c'est devenu, en fait, c'est comme de l'air. C'est devenu vraiment un must. Dans d'autres sociétés, comme la nôtre au Maroc et dans la majorité des pays francophones, des pays en Afrique, ces termes-là deviennent maintenant tendance comme solution ou alternative. Donc on peut en entendre à toutes les sources. D'une source d'une entreprise qui se dit, moi, je faisais du social washing, elle ne le dit pas comme ça, mais genre, il faut que je me sente bien dans ma peau, donc il faut que je fasse des activités pour que je puisse redonner à ma communauté. On entend aussi l'État dire il faut que je donne plus d'opportunités, il faut que je sois plus inclusif, donc il faut que je fasse de l'innovation. Alors moi, ce que j'aime bien définir l'innovation sociale, ce n'est pas un outil ou une technique, mais c'est vraiment un mindset pour utiliser en fait des concepts et des pratiques hors des sentiers battus qui ont pour objectif de créer de la valeur globale et de la valeur commune. Ça peut être un peu, je dirais, rhétorique, mais la valeur globale, c'est tout simplement que chaque individu, quelle que soit sa place dans sa société, puisse se sentir bien. Individu, ça peut être aussi organisme, parce que l'organisme aussi est un individu, et qu'on puisse réfléchir à des nouvelles manières pour répondre aux besoins de la société qui évoluent, qu'on le veut ou pas. Alors, on vous connaît beaucoup sur vos travaux incroyables de la communauté qu'est la communauté Enactus, qui réunit, je crois, plus de 5000 étudiants que vous accompagnez à devenir des entrepreneurs sociaux. J'imagine que ça vous donne le pouls de l'écosystème de l'entrepreneuriat social au Maroc. Est-ce que vous pourriez nous en dire? Alors, tu l'avais dit tout à l'heure dans ta présentation, j'ai beaucoup aimé que tu n'aies pas parlé que d'organismes, mais tu as parlé de concepts. J'ai l'occasion de travailler avec la catégorie des 18-25, notamment les jeunes universitaires à travers Enactus, et d'autres organismes dans des âges soit avant ou après. Donc j'ai l'occasion de voir un spectrum assez large d'individus. Je dirais, je vois beaucoup des 14 à 30 ans.
Et dans d'autres programmes, je vois aussi les 30 à 50. Donc je dirais que de la part du peuple, avec un grand P, il y a un très grand engouement vers il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de ras-le-bol collectif, et donc il y a un intérêt très important pour que les gens fassent quelque chose. Et donc ça se manifeste par l'engouement pour les questions d'entrepreneuriat social, qui est un secteur qui est très très jeune des deux sens, jeune en termes de maturité et jeune en termes d'âge, et aussi en termes d'innovation. Là, moi actuellement, je parle avec beaucoup de personnes, j'ai moins de difficultés à convaincre ou à sensibiliser quelqu'un à passer à l'action quand il est jeune, de maturité et d'âge, que quelqu'un qui a beaucoup plus de difficultés à sortir de son statu quo. Et ça, c'est pas une question d'âge, mais c'est beaucoup plus une question de aussi, en fait, d'une habitude, en fait, d'un certain type de confort. Mais en même temps, ces gens qui sont dans un certain type de confort, ça ne les empêche pas de critiquer tout ce qui est critiquable, surtout quand ils ont des enfants ou autres. Et donc, le secteur ou le sujet que tout le monde adore critiquer, c'est l'éducation. Tout le monde te dit ah mais l'éducation et les enfants, etc. Mais après tu vas j'ai fait une petite étude qui n'a rien de scientifique sur Facebook. J'ai posé la question à la rentrée. J'ai demandé à combien de personnes, en fait ils mettent leurs enfants dans une école publique. Ouais. 0. Alors au Maroc on a un pic qui est sympathique parce on vit deux rentrées. On a la rentrée du lundi, on a la rentrée du jeudi. Ouais. La rentrée du lundi c'est l'école privée avec un grand P, et la rentrée du jeudi c'est l'école publique. Donc pour revenir à ta question, l'engouement est là. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais les défis aussi sont très grands. Alors les défis, déjà il y a des défis d'ordre de réflexion, parce que ces types de pensées ne sont pas très communes. Donc les gens qui réfléchissent de la sorte sont en général considérés comme étant des outcasts qui sortent de la norme. Et encore pire, déjà le fait de ne pas comprendre ce que les gens veulent faire, donc ils sont considérés comme étant c'est de l'hérésie par rapport au secteur. Alors deuxième type de défi, c'est un défi institutionnel, parce que moi les gens te disent c'est difficile d'être entrepreneur au Maroc. Je peux vous dire que pour être entrepreneur social, c'est 1000 fois plus. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas connu, ce n'est pas commun, et en plus, les problématiques qui se montrent devant nous sont encore plus complexes. Oui. Parce que si je veux améliorer l'éducation pour le profit de tout le monde, être rentable économiquement et créer de l'impact et pouvoir évoluer, alors ça fait beaucoup trop de variables pour pouvoir faire ça. Justement, je voudrais juste avant qu'on avance, que vous nous expliquiez comment l'innovation sociale peut participer à résoudre un enjeu aussi important, stratégique que celui de l'éducation par exemple, et aussi dans l'entrepreneuriat social, c'est un concept vraiment qu'on a du mal, que les gens, on le voit, ont du mal à maîtriser, de cette solution entrepreneuriale, c'est-à-dire de l'entreprise avec une création de valeur économique, mais qui puisse résorber aussi, ou participer à résorber en tout cas, un enjeu social. Alors, on peut disserter sur ça pendant 36 000 ans. Exactement. Alors, mais je vais splitter ta question en 4 parties. La première, on a défini ensemble, toi et moi, ce qu'on veut dire par innovation sociale. C'est vraiment apporter des solutions différentes, alternatives pour répondre aux besoins existants. Alors, et tu as défini, j'utilise aussi cette définition, l'entrepreneuriat social comme étant le fait, de créer un modèle économique qui crée de la valeur avec un grand V, de la valeur sociale, économique et humaine, pour résoudre la problématique tout en étant pérenne et être durable dans le temps. Alors, ça devient compliqué quand on est dans un écosystème où on ne comprend pas ces variables. Ouais. Donc, on pense que c'est la même chose. Quand quelqu'un me dit, la société X, vu qu'elle emploie des gens, donc il est social, donc elle fait l'entrepreneuriat social, c'est sympa, mais non. Pourquoi? Parce que on met beaucoup au concept d'intention, NIA comme on dit en arabe, c'est quelle est l'intention de l'entreprise? Est-ce que l'intention de l'entreprise, en anglais on appelle ça le purpose driven companies, quel est le purpose est-ce que l'objectif final c'est de créer de l'emploi pour améliorer la société, ou l'objectif final c'est d'avoir plus d'argent pour que les actionnaires s'enrichissent? Ici on n'est pas là pour dire ce qui est bien et mauvais. En fait c'est des modèles, il faut de tout. Donc l'entrepreneuriat social est important pour la question de l'éducation, tout type de challenge, parce qu'il vient pour dire ok, voici le statu quo, voici ce que la chose publique nous donne. Voilà les conséquences où on est arrivé, par faute de moyens, d'ambition, etc. On n'est pas là pour blâmer qui que ce soit. Voici où le marché, avec un grand M,
où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des produits et services qui sont aptes? Est-ce qu'il développe des solutions? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Et on voit qu'il y a un mismatch très important entre ce que le marché offre et ce que la société veut. Est-ce que en fait les besoins aussi. Donc l'entrepreneuriat social se voit comme une alternative dans le sens où on répond à des besoins de société auxquels le marché n'y répond pas de manière participative, en créant de la valeur ajoutée. Concrètement, en éducation, je peux dire, si on définit une problématique précise dans l'éducation, si on se dit, je ne sais pas, l'accès à la scolarité pour les filles dans les zones rurales ou la connaissance du français dans n'importe quel secteur, un projet d'entrepreneuriat social se verrait de dire, il faut que je crée une alternative pour répondre à ce besoin spécifique en créant un modèle économique pour que je puisse pas seulement toucher 5 personnes, mais toucher 5000 personnes. Typiquement, si je suis dans un cadre d'entrepreneuriat beaucoup plus conventionnel, je dirais, je vais faire une école privée, c'est juste ceux qui ont de l'argent vont pouvoir en bénéficier. That's it. Mais alors, la casquette d'entrepreneur social, c'est de se dire, moi, mon KPI important, c'est combien de millions de personnes bénéficient de mon service, c'est-à-dire si j'offre des cours de langue, donc il faut que ces cours de langue soient acceptables et atteignables par tout le monde, et qu'en même temps, il faut que je puisse survivre économiquement pour que je puisse continuer. Alors justement, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui fait la force de l'entrepreneuriat social? Est-ce que c'est son fonctionnement ou est-ce que c'est son impact? Alors, c'est une question compliquée. Pourquoi? Parce que je sais. Alors, ce qui fait la force, déjà, c'est que les gens, en fait, le facteur humain, les personnes qui s'impliquent dans ce sujet-là, ils sont drivés déjà par une volonté impressionnante de voir le bien partout. Ce n'est pas idéaliste. Le changement est le process, en fait. Le résultat, c'est d'avoir une société qui soit en bonne et due forme. Et ça, ce n'est pas genre à la Mère Teresa. Ce n'est pas de l'idéalisme de « Ah, mais c'est bien, les gens sont pauvres ». Non. C'est comment est-ce que je peux atteindre cet objectif, en fait, de bienséance. Et en même temps, comment est-ce que je peux, le volet changement, transformer les systèmes. L'approche anglo-saxonne de l'entrepreneuriat social est beaucoup plus ancrée sur l'approche systémique, c'est-à-dire transformer une nouvelle chose. Dupliquer, c'est la suite du système. Versus une approche beaucoup plus classique francophone qui est beaucoup plus accentuée sur l'effort de la communauté par rapport à la société. Donc, les process, en fait, la mission est importante parce que la mission est primordiale. L'intention est encore beaucoup plus importante et aussi le principe d'éclosion totale parce qu'in fine, il faut que toute la société en bénéficie. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On sait qu'il y a un écosystème, on le voit dans les compétitions Enactus, on voit dans tout ce que vous faites quand on vous suit, mais force est de constater qu'on est face à un paysage complètement fragmenté, avec des initiatives qui font sens, qui sont prometteuses, mais qu'on ne voit pas justement éclore. Alors qu'est-ce qui nous manque? Alors il y a deux soucis. Un premier souci, c'est une question de mindset. C'est vraiment, comme on dit en anglais, le growth mindset. C'est vraiment que les projets puissent réfléchir plus grand qu'eux-mêmes, qu'ils puissent en fait se mettre des objectifs qui sont très importants pour pouvoir y arriver. Deuxième, c'est une question de moyens. Parce que tu as parlé d'écosystème, tout ça c'est très récent, c'est même pas 4 ans. Ouais. Les questions d'innovation d'entrepreneuriat social ne sont pas des priorités gouvernementales, ne sont pas des priorités pour les entreprises, ne sont pas des priorités même faites pour les individus. Et pourtant, c'est des opportunités de marché mais qui sont incroyables. C'est des opportunités en fait de croissance, de création d'emplois et de relais qui sont incroyables. Alors, moi j'ai l'occasion de voir plusieurs projets. J'ai un projet qui travaille dans la santé. Alors eux, ce qu'ils font, en fait, leur focus, c'est améliorer le parcours de formation médicale en accordant beaucoup plus de travail pratique aux médecins pour pouvoir avoir un service de qualité pour les patients qui n'ont pas forcément les moyens de se permettre une santé de qualité et en même temps de faire de la médecine, de la télémédecine pour que les gens qui ne peuvent pas se déplacer peuvent avoir un service de qualité. Alors ça va vraiment résoudre la problématique de l'accès à la santé pour des millions de personnes. Les aspects réglementaires ne suivent pas, les aspects financiers ne suivent pas, et la compréhension de ces modèles ne suit pas. Et donc, le plus grand frein, c'est que ces sujets-là ne sont pas compris, ou ne veulent pas être compris. Je mets les deux, sans aussi toucher quelqu'un, et aussi parce qu'il y a une prédominance d'un mindset qui malheureusement n'évolue pas. Et ce mindset qui n'évolue pas, moi je crois fondamentalement, si quelque chose ne crée pas de résultat, après une longue période, il faut qu'on se remette une question.
qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je vais aller droit au but. Toutes les questions d'économie sociale classiques, comme on les connaît très bien au Maroc, c'est très bien, c'est très important. Mais si ça fait 10 ans que je produis, je produis de la culture de lapin, actuellement, il faut que je puisse en exporter en Australie, parce que pour que je puisse créer de la vraie valeur ajoutée. C'est très bien de dire, moi, je travaille avec les femmes de l'Atlas pour faire un peu de miel, un peu d'argan, etc. C'est very nice, mais quelle est la vraie valeur économique que je crée? En sachant que les principes d'innovation sociale se basent sur la même chose, c'est que je peux utiliser ces moyens-là pour pouvoir créer des produits qui sont demandés, parce que le problème en général par rapport à ce type de produit, c'est que la demande ne suit pas. Tu as beaucoup de gens qui produisent la même chose, après ils te disent, l'accès au marché, il est où le marché? Finalement, le marché, si je ne lui propose pas quelque chose qui le convient, il ne va pas le faire. Donc révolutionner ces mindset-là. Et moi, je suis parmi les plus grands défenseurs de se dire, moi, je suis pour que l'INDH se transforme en investissement social, de sortir d'une logique dépense à une logique investissement. Alors, imaginez ce que ça fera. Une révolution qui nous permettra de gagner 10 à 15 points de développement dans notre IDH à très court terme. Alors, vous m'avez dit dernièrement que pour une somme modique annuelle, vous arriviez à transformer un jeune. Alors, merci de m'avoir rappelé. Alors, j'ai la chance de travailler avec deux types d'audience. Une audience de 14 à 18 ans et une audience de 18 à 25. Alors, si on part au bout du tunnel, quand on regarde dans les journaux, etc., on parle de crise d'emploi, il n'y a pas de travail, l'employabilité est très faible. Pourquoi? Parce que les jeunes, soit ne sont pas forcément équipés, soit qu'il n'y a pas assez d'offres, soit qu'il y a un mismatch entre les besoins du marché. Alors, si on transforme l'équation, pour pouvoir plus d'emplois, il me faut plus d'entrepreneurs. Donc plus d'entrepreneurs qui auront plus de valeur, donc recruteront plus. Alors, le premier programme, qui est un programme qu'on établit dans les lycées depuis 4 ans, qui s'appelle Temkin Initiative. Alors ce programme, pour un coût de 350 dirhams annuels par tête, permet de transformer un étudiant, un jeune lycéen lambda, un lycéen qui ne sait pas ce qu'il veut faire, il n'a aucune compétence technique. En 6 mois, ce gars, cette fille, ce garçon peut développer un projet, réfléchir à ces problématiques et transformer toutes ces compétences en compétences hard skills, pas seulement du soft skills. Alors pour le cas des 18-25, c'est le cas du programme Enactus, pour une somme environ de 2500 dirhams par tête par an, nous pouvons créer une entreprise, au moins un emploi. Alors imagine si on duplique ça, ça ne fera même pas le budget d'une agence nationale qui fait 300 millions de dirhams. En créant de la valeur et en créant du résultat. Et pour finir, par rapport à ce sujet-là, la grosse problématique du Maroc, c'est le modèle économique du pays. Le modèle économique du pays est arrivé pas seulement à sa saturation, mais il ne pourra pas avancer. Si nous ne créons pas de valeur ajoutée dans tous les secteurs, en commençant par l'agriculture, parce que nous sommes encore un pays qui dépend de manière faramineuse de l'agriculture, il faut qu'on innove dans ces pratiques-là. Et les questions d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social, ne sont pas une alternative, mais sont une solution. D'ailleurs, tous les pays au monde accordent des programmes gouvernementaux prioritaires pour des questions d'innovation et réinventer les modèles, parce qu'il faut que le pays crée de la valeur. Et prennent le temps aussi de l'expérimentation, du test, ce qui est bien pour le Maroc, c'est que par rapport à l'initiative privée de plusieurs organismes, etc., nous avons testé beaucoup de choses. Nous avons testé même les questions de pilotage, pas pilotage dans le sens pilotage de gestion, mais de pilotage des produits et des projets. Il y a beaucoup de success stories à petite échelle qui peuvent servir à vraiment à résoudre les problèmes. Donc on n'a pas besoin encore de 10 ans de se dire « Ah, mais il faut que je pilote ce programme dans l'éducation ». Non. Si déjà, au lieu de réinventer la roue et de chercher les solutions ailleurs et de se concentrer sur nous-mêmes, de se dire, voilà, mais qu'est-ce qui se passe dans ce beau pays, les tonnes d'initiatives qu'il y a avec les moyens qu'il faut, et c'est pas l'argent qui manque, mais c'est les orientations pour pouvoir les réaligner dans les vraies problématiques et les vraies solutions. Alors, c'est super, vous me faites une transition parfaite. Justement, il y a dans notre pays des entreprises qui ont compris ça. Il y a des entreprises qui ont compris que leur engagement pouvait créer de la valeur, au-delà du pouvoir, devait créer de la valeur sociale et de sortir de la démarche philanthropique. Ces initiatives sont le plus souvent inscrites dans la stratégie RSE des entreprises. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer comme évolution à ce sujet-là ?
Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise, c'est que la plupart de ces entreprises, c'est des multinationales. Les multinationales, vu qu'elles ont des programmes à l'échelle internationale, donc ils comprennent ces sujets-là de manière très facile et ils n'hésitent pas à mettre l'argent qu'il faut. Pour les entreprises locales, elles commencent à s'intéresser. Sont cités de nom, il y a certains groupes qui investissent des sommes très conséquentes de programmes de chaîne de valeur, pas seulement dans leur métier, mais vraiment dans tout leur écosystème. Mais d'autres réfléchissent encore à la responsabilité sociale, mais vraiment d'un modèle très classique, genre philanthropique. Voilà, même pas de la philanthropie, c'est de l'action associative. Et le rôle en fait de l'État est important. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas un système d'incentive. N'a pas un système pour encourager les entreprises à donner de l'argent et pour créer vraiment un cercle de chaîne vertueux, comme ce qui se passe par exemple en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, alors il y a la Community Tax Company, c'est une taxe auquel les entreprises qui dépassent un certain chiffre d'affaires, elles sont obligées de payer 1%, c'est vraiment pas beaucoup. Et ce 1%, en fait, il est réinvesti automatiquement dans des projets au service de la communauté. Alors imagine si on avait un truc comme ça chez nous. Les associations, déjà, il y a une statistique qui avait été lancée par le ministère de la société civile. 90% des associations qui ont été recensées, elles ont un budget annuel de moins de 10 000 dirhams par an. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une association avec toute la bonté du monde, qu'est-ce qu'elle peut faire avec moins de 10 000 dirhams par an? Si ce n'est rassembler un peu de vêtements pour l'hiver, du mouton pour le Eid. Et donc, le modèle systémique et le modèle de duplication est impossible à faire tant que les associations et les structures sont dans la survie, non dans l'expansion. D'accord. Et comment on contourne toutes ces limites? Alors là, ça c'est la question pour $1 million. Comment on contourne ces limites? Déjà, moi, principalement, je me suis concentré sur le cas de montrer les exemples, de se dire que ça marche. Donc, montrer les exemples, c'est la meilleure manière de pouvoir convaincre quelqu'un que des modèles puissent fonctionner. Il faut aussi que la personne ait l'oreille pour qu'elle puisse écouter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, comme ce que tu fais aujourd'hui, donner des plateformes, communiquer et montrer que des choses existent. Il y a aussi beaucoup de structures. Les gens qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'entrepreneuriat, la première chose, il faut acheter chez les gens. Bien sûr. Acheter. Parce que quand tu achètes, tu pourras vraiment accompagner l'entrepreneur et l'aider à se transformer. Deuxième niveau, c'est le lobbying. Quand tu n'as pas une masse critique, tu ne peux pas faire du lobbying. Mais quand tu as une masse critique et tu transfères de l'information, parce que là on est de l'information en convertir, en belief, en croyance, que vraiment, si on veut créer une révolution dans le pays, et créer de la valeur et créer de l'emploi, ça ne va pas passer par les modèles existants. Par contre, si j'investis dans 100 000 entrepreneurs et chacun me fait 25 emplois, ça me créera de l'emploi et de la valeur et ça me permettra d'assurer ma stabilité. Parce que tout le monde cherche la stabilité. La pérennité et aussi la stabilité politique et économique. Bien sûr. Parce que tout pays qui veut se développer, pour qu'il se développe, il faut qu'on soit stable. Alors que malheureusement, la stabilité que nous avons ici est une stabilité qui est un peu shaky. Pourquoi? Parce qu'elle est stable juste pour une catégorie. Mais la majeure partie de la population n'est pas stable. Elle a l'illusion de la stabilité. Donc le jour, et ça on le voit, on l'a vu durant le quotidien, durant les derniers mois, cette stabilité est très fragile. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par ça? Alors, il est encourager les entrepreneurs à trouver des solutions. Écouter, piloter, donner les moyens. Et ça, tout le monde peut le faire, de l'individu qui a 50 dirhams à la grosse boîte qui a 500 millions de dirhams. Tout le monde peut faire quelque chose. J'ai une question à $10 millions. Non, elle est facile. De toutes les initiatives que vous avez suivies, vous en avez bien quelques-unes qui retiennent votre attention particulièrement? Alors quand tu dis initiative, tu parles de projet? Oui, je parle de projet. Alors il y en a beaucoup. Alors moi, l'éducation pour moi c'est importante que tout le monde. C'est pour ça que la plupart de mes projets sont beaucoup plus dans l'éducation. Parce que je crois fondamentalement qu'on peut, par exemple, un des programmes qui me tient beaucoup à cœur, c'est le programme Temkin. Oui. C'est un programme on a fait carrément une étude d'impact pour valider les modèles. Ce programme-là, avec les ressources qu'il faut, on peut transformer le pays, à Singapour, à une Corée du Sud, etc., en même pas 10 ans. C'est pas seulement un rêve. C'est très faisable et on a des exemples parce que là ça fait 5 ans que le programme est lancé et là je vois les exemples de jeunes qui sont sortis de ce programme-là. Tu en as 50 comme ça, ils te font bouger la société. Bon, on va arrêter le tournage et on va s'y mettre alors. Alors, vous le savez, on en a parlé juste avant de commencer le tournage. On a l'immense plaisir aux rencontres de recevoir le professeur Mohamed Younous le 2 novembre.
Qu'est-ce que vous attendez d'une telle visite? Alors moi, tu m'as pas parlé tout à l'heure du déclic. Un de mes déclics, moi je crois en des moments de changement, pas dans un instant. J'avais rencontré d'ailleurs Mohamed Younous en 2007. J'étais en France à ce moment-là, c'était l'apogée de la crise financière. Et c'était une conférence dont le titre était « Est-ce que le social business est une solution à la crise financière ?» Imaginez, ça fait 10 ans en France, hein, on n'en parle même pas. Et alors dans cette conférence, il a dit juste une phrase. « When billionaires lose billions, they're still billionaires. When millionaires lose millions, they're still millionaires. But the poor are always poor. We talk about the financial crisis because it touches those who can speak. » Une phrase comme ça, moi ça m'a vite tué. En fait, ça montre que le modèle sur lequel on fonctionne et pourquoi des fois on parle d'une crise ou d'une situation plus d'une autre, c'est parce que les gens ont les moyens d'en parler. Ceux qui n'ont pas les moyens... On ne les entend pas. Non, on ne les entend pas. Et alors j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 autres fois. Et moi je pense que Mohamed Younous c'est aussi parmi les déclics importants de ma vie parce que il a 76, 75 ans, oui. Il n'arrête pas de travailler. Non. Il n'arrête pas de travailler. Il est vraiment, bien sûr, personne n'est parfait, mais il illustre une vision que si tu crois fondamentalement en une idée, il n'y a aucune excuse. Mais je pense que ça a venu, merci à Radia et aux organisateurs de le ramener, je pense que c'est une opportunité en or pour voir en chair en os une personne qui bataille encore pour ces questions-là, et que bien sûr on prêche des convaincus, mais des fois aussi c'est difficile de convaincre ceux qui prêchent vers autre chose, mais sa venue permettra de lancer un message et de soutenir ceux qui travaillent, de se dire finalement partir c'est simple, il faut rester, sinon le navire va couler. C'est parfait, j'ai une toute dernière question pour vous et on a décidé, en fait vous êtes le premier... Je suis bien avec toi, à chaque fois tu me dis dernière. Non, j'ai jamais dit que c'était la dernière, mais là cette fois c'est la dernière. On a décidé de poser la même question à toutes les personnes qui passeront par les podcasts des rencontres et on voudrait juger ou jauger de votre optimisme. Ok, donc c'est quoi la question? La question c'est êtes-vous optimiste? Optimiste par rapport à quoi? Par rapport à l'évolution de ces questions, est-ce que on vit clairement une transition? On est dans une croisée des chemins. Je pense que ça va même bien évidemment au-delà des frontières de notre pays. C'est pas simple. On appelle à la rupture, on appelle au changement de paradigme, et c'est justement cette transformation-là qui est compliquée à aborder. Est-ce qu'on l'aborde avec optimisme? Alors moi, si dans notre type de métier, si on n'est pas optimiste de nature, on ne peut pas le faire. Optimiste, pas dans le sens optimiste bisounours, que tout se passe bien, mais genre c'est le réalisme du métier. Alors moi, ce qui me drive encore et ce qui me dit que ça marche, c'est en fait c'est les exemples que je vois qui sortent de ces différentes choses. Moi, je suis fondamentalement convaincu que les jeunes avec qui je travaille et les organisateurs avec qui je travaille, ils ont eu fait la piqûre qu'il leur faut pour vraiment faire bouger à leur rythme. Là où je suis beaucoup plus sceptique, c'est à l'oreille qui va écouter, mais je suis sûr que quand il y a 1 million de personnes qui font beaucoup de bruit, on ne peut pas les ignorer. C'est parfait. Ce qui est bien avec Adnan Hadioui, c'est que c'est le shot d'énergie qui nous rappelle et qui confirme que le développement durable, c'est d'abord une source d'opportunité. 1000 fois merci pour votre temps. Je sais que ce n'est pas facile de vous avoir, on est absolument ravis. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci Radia.